de faire de la politique de manière plus classique? De toute façon, même s'il l'incarnait pas, il n'aurait pas le choix, parce que vous êtes sur une composition qui est complètement différente de ce qu'on a connu dernièrement et depuis la mise en place du quinquennat. C'est-à-dire qu'avant, c'était très simple. Un président était élu, il nommait un Premier ministre et c'est le président de la République qui choisissait la composition du gouvernement. Et il faisait fi uniquement parce que la composition du gouvernement relevait uniquement d'un seul groupe parlementaire, sauf peut-être en 97 avec Jospin, avec ce qu'on appelle la gauche plurielle. Là maintenant, le Premier ministre, en fait, qu'importe ce qu'il pense et qu'importe ce qu'il aimerait nommer comme gouvernement, il est obligé de composer avec l'ensemble des groupes parlementaires. Si ça se trouve, il a envie de nommer quelqu'un qui est très à droite sur les questions d'immigration, et l'aile gauche de Renaissance va dire si par cas vous faites ça, nous on se retire de l'accord, et dans ce cas-là vous êtes obligé de tomber. Donc en fait il est obligé de composer avec la volonté de l'ensemble des groupes parlementaires. Donc il faut trouver un gouvernement qui satisfasse à la fois Renaissance, l'UDI, Modem, Horizon, les Républicains, et dans le même temps qui est sous le contrôle du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'il faut aller à droite pour que le Rassemblement national ne censure pas, tout dans le même temps n'étant pas trop à droite, parce qu'il ne faut pas que l'aile gauche décroche, tout comme le Modem. On se rappelle notamment des dissensions qu'on a eues en fin d'année dernière sur la loi Asile-Immigration, auquel une partie de l'aile gauche avait menacé de faire dissension et cession avec Emmanuel Macron, le président de la République. Il existe ce gouvernement, ou il existe juste en théorie? Parce que franchement, quand on vous écoute... Et c'est pour ça que moi je pense qu'il y a un autre point qui pose problème, c'est qu'une fois qu'il aura tous les noms transmis par les chefs de parti et les chefs de groupe parlementaires, c'est la déclaration à la haute autorité pour la transparence pour la vie publique. Et je pense que la semaine prochaine est un objectif, mais je ne suis pas sûr qu'il y arrive totalement. Vous êtes sceptique, vous également, sur ce délai annoncé? On surestime le poids des macronistes de gauche. En fait, le problème des poids de macronistes de gauche, quand vous regardez toute la carte électorale, le problème, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup. Ils sont tous fait balayer aux dernières élections, dans la mesure où ils étaient élus dans des circonscriptions dites de gauche, et que le macronisme, entre 2017 et 2024, a fortement droitisé. Quand vous prenez les circonscriptions qui ont été élues, le meilleur exemple, c'est celle de Paris. Vous prenez toute la carte électorale, c'est celle de... Comment il s'appelait l'ancien ministre des Transports ? Clément Beaune, merci beaucoup. Clément Beaune, par exemple, était élu sur une circonscription qui est typique à gauche. C'est-à-dire qu'elle le passe uniquement que lorsque vous avez des présidents de gauche. Et là, cette fois-ci, il s'est fait battre dès le premier tour. Benjamin Griveaux, pareil, la circonscription de Benjamin Exactement. Griveaux. Donc en fait, pareil. vous avez un ensemble de circonscriptions avec des personnalités du macronisme d'origine qui vient plutôt de la social-démocratie, du strauss-kahnisme, etc., qui sont fait balayer progressivement lors des dernières élections. Stanislas Guérini, pareil. Tout à fait. Le deuxième point, aussi, je pense, qui est important, c'est qu'ils sont prêts à tout accepter dans la mesure où on est dans l'hypothèse d'une dissolution dans un an, donc l'élection en septembre 2025. Donc ils sont certes concurrents pour le pouvoir et pour la prise du parti, notamment avec Elisabeth Borne contre Gabriel Attal, mais dans le même temps, si par cas ils perdent et que Barnier s'effondre, c'est tout le macronisme et tout le bloc central qui peut s'effriter et tomber complètement, comme ce qu'on a vu en Italie avant l'avènement de Giorgia Meloni, juste avant les dernières élections. Et ça, c'est le deuxième paramètre. Le troisième paramètre, c'est ce qui est le plus important, c'est la question budgétaire. Si par cas la France n'arrive pas à faire passer le budget, donc que le gouvernement chamaille et que le groupe parlementaire se chamaille, vraisemblablement, on entrera en crise qui sera similaire à ce qu'on a connu en Grèce, en Italie et en Espagne, qui peut provoquer des turbulences au niveau de la zone euro. Si par cas, vous avez une zone de turbulence dans la zone euro, pour donner quelques chiffres, ça coûtera 1 point de spread, donc à peu près 10 à 20 milliards d'euros de taux d'intérêt. Pour illustrer à peu près ce que ça donne, avec toutes les pagailles qu'on a eues pour la réforme des retraites, ça a rapporté 12 milliards d'euros. Est-ce que les gens sont prêts à foutre la pagaille pour faire 3, 4, 5 réformes de retraite successives? Je ne suis pas sûr que les parlementaires aient le poids politique pour imposer ça à l'opinion. Bon, on aura l'occasion. Moi, je pense qu'au vu des résultats des dernières élections, c'est compliqué de traduire une pensée unique des Français. Je pense qu'il y a des pensées, je pense qu'il y a des envies. À partir du moment où vous avez 3 blocs et des avis qui sont quasiment de plus en plus contradictoires, c'est compliqué de tirer une solution. Comme ça a été dit précédemment, au premier tour des élections, ils ont mis une préférence pour le Rassemblement national. Au deuxième tour, ils ont fait anti-Rassemblement national. Donc, je ne sais pas s'ils veulent des gens du terrain. En tout cas, je pense qu'ils veulent des gens pragmatiques, qui sont prêts dans le compromis et qui sont prêts à sacrifier de leur personne pour assouvir l'intérêt général. Allez, il nous reste un bon quart d'heure tous ensemble. On va parler maintenant. Vous avez regardé en intégralité ce débat. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors, initialement, en fait, ça dépend de quand vous prenez la perspective, parce que les gens disent que c'est Kamala Harris qui a gagné. Si vous regardez dans les faits, en fait, ça dépend des thématiques. Sur l'économie, je pense que Trump a été meilleur. Et sur les questions sociétales, démocratie, etc., c'est plutôt Kamala Harris qui a été meilleur. Le problème de Donald Trump, c'est qu'en fait, les Américains s'attendaient à ce qu'il écrase Kamala Harris. Et en fait, il a perdu le débat parce qu'il n'a pas écrasé Kamala Harris comme il avait écrasé Joe Biden en juin dernier. Si par cas, on se rappelle, le débat entre Joe Biden et Donald Trump avait conduit Joe Biden à se retirer de la course parce qu'il n'avait pas été en état de montrer ses capacités à pouvoir battre Donald Trump. Et là, comme il ne l'a pas écrasé, que c'était plutôt un match nul, en fait, et que Kamala Harris a fait beaucoup mieux que ce que les gens pensaient,
Je pense que c'est pour ça qu'elle a gagné. Et surtout, dans un débat, c'est quels sont les objectifs que vous répondez. Est-ce qu'elle a convaincu les Américains sur sa capacité à devenir présidente des États-Unis? Oui. Est-ce qu'elle a montré que ce n'était pas uniquement une bulle médiatique, mais qu'en fait, il y avait du fond derrière et qu'il y avait de la consistance de sa candidature? Oui, également. Et sur l'ensemble de ces sujets, je pense que la plupart des gens qui ont soutenu Kamala Harris et qui ont montré sur pourquoi elle monte dans les sondages ont été confortés. Et pour Donald Trump, son objectif, c'était de viser ce qu'on appelle des électorats clés. En fait, il y a des électorats clés dans la campagne présidentielle. C'est les indépendants, c'est ce qu'on appelle les suburbs. En fait, c'est les habitants dans les banlieues qu'il avait perdus en 2020 et qu'il avait gagnés en 2016. Et c'était également quelques électorats dits de diversité, notamment latinos et afro-américains. Et ceux-là, je pense, vont rester vers Kamala Harris au vu du premier débat. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont changer d'avis d'ici le premier mardi de novembre. Ça s'appelle une victoire ou je me trompe ça parce que... Oui, c'est un match nul qui tourne quand même beaucoup à l'avantage. Non, mais si vous prenez un débat, par exemple, classique, comme ce qu'on a en droit ou entre avocats, en plaidoirie, effectivement, elle n'a pas gagné. Mais par contre, sur les objectifs dits politiques, c'est elle qui a gagné parce qu'en fait, elle a rempli ses objectifs. Et que même si c'est de la politique, elle a gagné. Et que Donald Trump n'a pas accompli les siens. Voilà, elle a gagné. Mathilde, Siro, chacun parlait. Ça a été fait sur l'élection. Juste, il y a plusieurs points qui disent que le soutien de Taylor Swift est intéressant. Le premier, c'est qu'un sondage avait été fait aux États-Unis sur si Taylor Swift donne sa position, quel pourcentage du corps électoral des Américains est prêt à changer d'avis. Je crois qu'il y avait 10% du corps électoral qui était prêt à changer d'avis. Le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'à la différence de la présidentielle française, la présidentielle américaine, vous avez un taux de participation entre 50 et 60. Donc ce qui joue, c'est pas uniquement le fait d'aller convaincre des gens, c'est d'aller mobiliser son propre camp et donc d'encourager les gens d'aller voter. Et c'est pas la même façon nous d'aller voter. Et on a vu qu'elle a encouragé les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Elle continue de le faire. Elle va continuer à le faire. Avec des effets. Et lors de son dernier soutien, donc si je me trompe pas, lors des midterms, donc des élections de mandat 2022, on s'attendait à ce que les républicains gagnent très largement. Elle avait soutenu les démocrates sur la question des droits des femmes, etc. Et finalement, les démocrates ont sauvé la mise. Le dernier point qui est intéressant, c'est que si vous prenez l'élection, en fait, le vote populaire, je ne dirais pas que ce n'est pas inintéressant, mais à peu près, on s'en fout. Les deux dernières élections entre Trump, Clinton et Trump et Joe Biden, c'était joué dans 6 États à moins de 150 000 voix. Donc, si par cas Taylor Swift peut juste faire bouger 100 000 voix dans un sens, elle peut conduire à la victoire de Kamala Harris. Donc, à la question de Gilles, Taylor Swift est-elle une people comme les autres? Non. Vous dites non. Non. Je dis précédemment, quand un acteur américain soutient Donald Trump, quasiment ils s'en foutent. Mais par contre, quand il y a eu les rumeurs de soutien de Taylor Swift sur Donald Trump, vous avez quasiment tout l'armada républicaine qui lui est tombée dessus. Tout simplement parce qu'elle a de l'influence en raison de son parcours spécifique. Elle a commencé en country, donc elle avait une partie de ses fans qui étaient en fait l'électorat type de Donald Trump, et notamment vis-à-vis des jeunes, etc., qui auraient pu se tourner vers lui. Peut-être qu'ils se disent qu'ils vont se tourner vers Kamala Harris en raison des choix qui étaient portés. Et l'autre point, moi, que je vois intéressant, c'est... Vous êtes en train de décrire ce que c'est que l'auto-réalisation. Et vous allez voir. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que c'est une question de priorité de thème de campagne, l'élection. Est-ce que dans les dernières semaines, ils vont voter sur les questions économiques, dans ce cas, ça donne un avantage à Donald Trump, ou est-ce qu'ils vont voter sur les questions sociétales, etc., où ça donnera un avantage à Kamala Harris? Si par cas, vous avez des caisses de résonance comme Taylor Swift qui insistent sur la question sociétale, sur la question des droits des femmes, etc., ça donnera l'avantage à Kamala Harris dans les dernières semaines. On est sur une élection qui est à 50-50, et dans tous les États clés, on est à 50-50. Et là, pour le coup, un certain nombre... Kamala Harris, vous y croyez à la tenue d'un deuxième débat dans les 2 mois, vous pensez? Oui, je pense qu'il y en aura un autre. Il ne va pas pouvoir se dérober? Non, peut-être même 2 d'ailleurs. Ah oui, carrément. Oui, parce que comme c'est une élection qui est à 50-50, chacun des 2 camps a intérêt à poursuivre sur les questions. Kamala Harris, je pense qu'elle va insister sur les questions économiques, parce que c'est vraiment son point faible. D'ailleurs, c'est pour ça que Donald Trump parle de marxistes, de communistes, etc., parce qu'elle a fait une intervention sur les thèmes économiques auxquels elle parle de thèmes qui sont... En fait, globalement, pour résumer, elle a dû réunir son parti pour prendre la suite de Joe Biden. Et pour réunir le parti, elle a dû s'allier notamment à l'aile gauche. Et l'aile gauche est très dure, c'est Bernie Sanders, Elizabeth Warren, etc., qui sont très durs sur les questions économiques, donc fiscalité supplémentaire, etc. Donald Trump la traite de communiste, et le communisme ne porte pas aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin de montrer qu'elle a besoin de se recentrer avant l'élection, notamment sur les questions économiques. Bon, on a encore 2 mois.